Bonjour à tous, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Ce matin, nous allons donc interroger ensemble la question de l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux concerts, concerts immersifs et plus largement dans l'industrie musicale. Alors, on peut se rappeler que pendant le Covid, face à la fermeture des lieux de culture, le live stream et les concerts dans le métavers ont pu apparaître comme des solutions inclusives, pour les personnes à mobilité réduite notamment. Mais l'était-ce vraiment? La technologie, de plus en plus pointue, est-elle réellement une source d'inclusion ou bien creuse-t-elle les inégalités? Et qu'en est-il de l'accessibilité pour les publics en situation de handicap visuel, auditif, cognitif? Ces questions, elles se posent bien sûr pour les concerts, les festivals, et on peut s'interroger dans quelle mesure les besoins spécifiques des publics sont pris en compte et leurs droits culturels respectés. Car l'accès à la culture est un droit, et on parle encore davantage aujourd'hui des droits culturels, qui sont un ensemble de droits fondamentaux. Ces droits garantissent le droit de chacun de participer à la vie culturelle et ils garantissent également l'accès des personnes aux ressources culturelles nécessaires pour construire leur identité culturelle. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui et quelles perspectives dans un contexte économique particulièrement compliqué, on le sait, pour le secteur culturel? Quels freins et puis surtout quels leviers pour les publics en situation de handicap? Alors, pour en débattre ce matin, nous avons avec nous Maude Clavier, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes directrice des projets innovants chez Zorba et vous étiez directrice générale et associée chez Vroom pendant 4 ans et également présidente du CNXR pendant 3 ans. Tout à fait. Corinne Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et formatrice à Bila. Tout à fait. Florence Jeu, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et dirigeante du bureau Missoumi et vous étiez précédemment directrice du Bataclan et directrice des Francopholies de La Rochelle. Cyril Thomas-Simineau, bonjour. Bonjour Émilie. Vous êtes en codirection générale de Bipôle et du festival Le Bon Air, et également sociétaire et en codirection des musiques actuelles à la Friche Belle de Mai. Alors, de par vos activités respectives, vous êtes chacune et chacun à un endroit, peut-être même plusieurs endroits, de ce qu'on appelle la chaîne d'accessibilité. La chaîne d'accessibilité, c'est l'ensemble des étapes que va suivre une personne en situation de handicap pour accéder avec un maximum d'autonomie à l'offre culturelle de son choix. Ceci prenant en compte, entre autres, l'accès à la formation, à la communication, à la billetterie, aux lieux, à la salle de spectacle. Et j'utilise en fait cette image de la chaîne d'accessibilité ici car elle représente, à mon sens, vraiment la nécessaire implication des acteurs que vous représentez pour permettre, comme des maillons d'une chaîne, pour permettre le parcours de spectateurs et qu'il se fasse de A à Z avec le maximum d'autonomie, dans les meilleures conditions et sans rupture. Alors tout de suite, ma première question pour chacun de vous, et je vous demanderai de pouvoir y répondre en 2-3 minutes. Est-ce que vous pouvez chacune nous présenter votre activité et à quel endroit de cette chaîne d'accessibilité vous vous situez? Et je vous laisse choisir qui veut commencer. Bon, je vois que vous me regardez. Ah, je vais me lancer. Bonjour à tous. Du coup, pour ma part, ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie de la réalité virtuelle, en particulier création de monde virtuel. Et ces dernières années, j'ai créé beaucoup de productions de concerts dans le métavers, comme on dit. Donc des lieux immersifs avec des personnes qui sont chez elles, qui accèdent soit par ordinateur, soit par casque de réalité virtuelle au concert. Du coup, ça ouvrait l'accessibilité pour des personnes ne pouvant pas se déplacer et pour des personnes ayant des problèmes d'ordre cognitif, autistique ou autre, n'aimant pas les foules aussi lors de concerts. Donc j'ai un peu pu pratiquer ces populations. Je produisais les concerts, mais j'y participais aussi évidemment, et je participais à beaucoup d'événements dans le métavers. J'estime que j'ai un peu vécu dans le métavers pendant 5 ans. Donc voilà, j'ai fréquenté vraiment ces populations et regroupé les témoignages de ce segment. Merci, on va développer ensuite.
Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Florence Jeu. Moi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le spectacle vivant, bien ancré. J'ai donc, comme on le disait, dirigé plusieurs entités, dont les Franco de La Rochelle pendant 7 ans et le Bataclan à sa réouverture après les attentats pendant 4 ans. Et j'ai fondé donc une agence de conseil il y a 3 ans qui est née en fait d'un burn-out que j'ai fait après 4 ans au Bataclan, dans lequel j'ai vécu en 4 ans la réouverture post-attentat, le Covid et toutes les grèves, les gilets jaunes qu'on a eu aussi au départ. Donc je suis arrivée dans ce contexte-là aussi au Bataclan. Donc 4 années assez, pour le coup, ancrées dans le réel, qui m'ont amené à un burn-out, aussi dû au fait que je suis moi-même en situation de handicap et que j'étais dans une configuration de suradaptation depuis des années. Et je me suis rendu compte au moment de mon burn-out en fait, que j'étais dans un fonctionnement qui ne pouvait plus fonctionner comme ça. Et donc voilà, j'ai eu tout ce travail en fait depuis, et c'est dans ce contexte-là que j'ai monté mon agence Bureau Misumi, qui aujourd'hui travaille sur des sujets à la fois d'accompagnement des dirigeants dans leur stratégie, mais aussi d'irrigation des sujets tels que la diversité, l'inclusion, la santé mentale, etc. Parce que je me suis rendu compte que on pouvait faire les choses autrement, et que au vu de tout ce qu'on venait de vivre en fait en très peu de temps, finalement en 5 ans, on ne pouvait plus faire les choses de la même manière. Et donc j'ai eu vraiment cette envie de travailler sur ces sujets de comment faire les choses différemment. Merci. Bonjour, donc comme tu l'as bien présenté, je travaille chez Bipol. Bipol qui est une maison d'artistes qu'on accompagne dans la globalité, bien sûr en partant de la diffusion, mais aussi du management et plus largement de l'édition. On a fondé en 2016 le festival Le Bon Air, et aussi, voilà, c'est une équipe, une ETP aujourd'hui de plus ou moins 25 personnes qui travaillent à temps plein et qui sont très animées et très fédérées pour voilà, des sujets, des enjeux, des sujets en tout cas qui traitent des grands enjeux sociétaux. C'est un petit peu ce qui anime l'équipe. Et on s'est retrouvé à développer le Festival Le Bon Air à la Friche Label de Mai, dont nous sommes sociétaires en effet et où nos bureaux siègent. Et c'est vrai que ce lieu est assez exceptionnel. On parle de 45 000 m² d'exploitation publique et de circulation publique. Et c'est un lieu en fait où il y a de sérieux défis et enjeux en termes d'accessibilité. On accueille chaque année plus de 500 000 spectateuristes, dont 140 000 grâce aux musiques actuelles. Donc le développement du festival Le Bon Air, qui est passé d'une jauge de 3 000 personnes sur l'ouverture à plus de 20 000 festivaliers sur les éditions suivantes, forcément s'est retrouvé à traiter et accueillir de plus en plus de personnes en situation de handicap. Alors, au tout début, c'était assez ridicule, mais on pensait que bien accueillir des personnes en situation de handicap, c'était tout simplement voilà, avoir des invitations, inviter les personnes accompagnantes, offrir des places de parking en nombre suffisant, s'assurer que les rampes d'accessibilité étaient fluides. Bon, on a très vite réalisé, notamment avec des associations locales comme Culture du Cœur, et avec l'intensification et la surmobilisation de personnes en situation de handicap, on a réalisé voilà, toute une diversité d'handicaps dont la majorité sont d'ailleurs assez invisibles. On parlait de cognitifs et d'autres troubles. Donc voilà, on a bien vu qu'on avait énormément de marge de manœuvre et encore beaucoup de travail pour rendre justement, appuyer cette accessibilité et rendre l'expérience voilà, soutenable et appropriée à tous les publics. Ok, vous allez nous expliquer comment. Et c'est vrai qu'il y a 80% des handicaps qui sont invisibles, en effet. Il faut le rappeler. Corinne. Alors Corinne Lefebvre, donc moi après 20 ans dans le secteur de la billetterie, à la fois dans les établissements culturels en tant que responsable des ventes ou chez les éditeurs de logiciels de billetterie en tant que chef de projet, j'ai monté il y a 4 ans BILA. Alors BILA, c'est un organisme de formation certifié Calliope, ESS également, de l'économie sociale et solidaire. Donc on a entre autres comme mission de sensibiliser les personnels justement qui sont à l'accueil et qui sont à la billetterie aux différentes typologies justement de handicap. Et on a également une mission de conseil des établissements culturels où là on va accompagner les établissements culturels dans la mise en accessibilité donc, de leurs outils, notamment de leur logiciel de billetterie, mais on va en reparler plus lointain, enfin voilà, dans la discussion. Voilà, tout ça en fait avec un seul objectif, en fait, c'est l'expérience spectateur et le parcours du visiteur, en fait, de tout
les visiteurs. Très bien, merci beaucoup. Alors tout de suite, Maude, est-ce que, pour revenir sur votre pratique, vous pouvez nous expliquer comment vous intégrez cette question d'accessibilité dans les projets immersifs que vous développez? Alors, il y a plusieurs strates. On va dire la strate du créateur d'événements, donc du créateur du monde virtuel. On va créer un lieu virtuel avec un endroit comme une safe zone où les gens peuvent aller s'isoler. On va créer des boutons où on va dire, OK, maintenant on peut faire taire l'intégralité des personnes qui sont dans le monde virtuel ou faire taire que certains interlocuteurs. Et en tout cas, ça c'est pour les parties, on va dire, un peu management dans le monde virtuel, dans la plateforme. Il y a des choses qui sont au niveau de la plateforme eux-mêmes ou des casques de réalité virtuelle, des devices. À un moment donné, dans ma pratique, on a créé notre propre plateforme, donc on intégrait des features pour les unibracistes, des choses pour les daltoniens pour qu'ils puissent quand même naviguer dans les mondes virtuels. Donc il y avait beaucoup de typologies de handicap à prendre en compte. Et évidemment, pour les personnes qui ont des handicaps physiques, j'ai eu des très beaux témoignages de personnes qui pouvaient venir à nos concerts et qui habituellement n'allaient jamais à des concerts physiques. Donc on est vraiment complémentaires, différents d'une offre réelle, mais tout de même intéressant pour tout un tas de personnes qui ne peuvent pas accéder aux concerts physiques ou qui aiment juste avoir cette expérience en complément. Ok. Et est-ce que vous voyez des limites à la technologie? Est-ce que ça creuse une forme d'inégalité malgré tout, ou est-ce qu'au contraire c'est une forme de levier pour cette innovation? Ça peut pas répondre à tout, et ça peut pas répondre à tous les handicaps, ça c'est sûr. Par exemple, une personne qui est sourde, ça va pas être très passionnant pour elle, je crois. Peut-être d'avoir accès visuellement au concert sur son ordinateur, mais je connais pas encore de plateforme de gaming qui soit assez aboutie dans la traduction des signaux sonores pour une personne malentendante, par exemple. Pour les non-voyants, ça peut être aussi limité, ça dépend de la gravité du handicap. Mais en tout cas, de mon expérience, j'ai vu que pour les personnes qui avaient vraiment peur des foules, qui avaient vraiment des problèmes à sociabiliser, même sans parler de handicap, c'est simplement des comportements beaucoup plus introvertis ou qui n'aiment pas du coup les événements culturels où il y a des milliers de personnes. Ça leur convenait très bien. J'ai rencontré beaucoup de personnes autistes qui se sentaient bien plus à l'aise dans les mondes virtuels parce que bien plus de contrôle sur les personnes auxquelles on peut s'adresser, ajouter les amis, pas les amis, etc. Enfin, beaucoup plus d'étapes finalement. J'ai rencontré des personnes en fauteuil roulant qui m'ont remercié pour des événements organisés dans ces plateformes. Donc voilà, je ne dis pas que c'est une solution miracle, mais c'est vraiment une solution complémentaire qui peut faire plaisir à une catégorie de personnes et de handicap. Mais voilà, c'est clairement pas miracle, il y a des limites, ça c'est sûr. Ok. Et les personnes dont vous parlez que vous avez rencontrées, vous les avez rencontrées physiquement, ou c'est des témoignages qui vous sont arrivés par le biais du virtuel? Alors en fait, dans les mondes virtuels que j'aborde, par exemple, on est sous forme d'avatar. Donc là, je vous verrai sous forme d'avatar, mais ce serait quand même vos voix derrière et un sentiment de présence si on est en réalité virtuelle, parce qu'on tourne la tête, on voit les gens spatialisés autour de nous. Donc c'est des vraies personnes derrière des pixels, entre guillemets, et c'est ces vraies personnes derrière des pixels que j'ai rencontrées, dont une personne, je me souviens, son pseudonyme, c'était Flopette, une fan de Jean-Michel Jarre, parce qu'on a créé un premier concert pour Jean-Michel Jarre. Et en fait, je la vois danser avec son avatar parce qu'il y a ce qu'on appelle des émotes, donc des pas de danse préenregistrés. Elle dansait, puis à un moment, elle me parle, elle m'explique qu'elle est en fauteuil roulant, qu'elle n'a jamais pu assister au moindre concert de Jean-Michel Jarre, elle était ravie. On a fait aussi une session de questions-réponses avec Jean-Michel Jarre et 30 fans dans un monde virtuel, et du coup, je l'avais invitée. Et depuis ce moment, elle est venue à tous nos concerts, et donc elle a découvert d'autres artistes qu'on produisait, des artistes de hip-hop, qui n'avaient absolument rien à voir avec Jean-Michel Jarre. Et pareil, pour les personnes en trouble autistique, je les ai rencontrées, ils m'ont parlé d'avatar à avatar, on va dire, donc je ne connaissais pas leur vrai visage. Et ça leur permettait, eux aussi m'ont dit souvent, d'être sous forme d'avatar, ça me permet de me livrer beaucoup plus, de me sentir moins observée, de moins craindre ces interactions sociales finalement, parce que beaucoup plus de contrôle. Donc c'est vraiment des témoignages en direct, parce que j'avais un rôle multiple aussi de chauffeur de salle virtuelle, d'accueil. On fait un peu tous les métiers en un dans les mondes virtuels, donc dans ce cadre-là. Ok, merci beaucoup. Cyril, est-ce que vous pouvez nous parler du projet Démocrative et dans quelle mesure il favorise l'inclusion des publics? Bien sûr. Alors Démocrative, c'est un projet de scénographie immersive que l'on a pensé en triangle. Et le triangle, il est représenté par les artistes, bien sûr, les équipes techniques, et bien entendu les publics. Et donc on parle d'une œuvre visuelle qui est collective et qui est influencée par les publics.
à l'aide de capteurs qui peuvent être majoritairement des caméras infrarouges, qui vont capter les densités et les mouvements des foules, pour ensuite collecter ces données, les générer, les transférer à une IA qui donc les réinterprète, les mouline, et donc les diffuse via les équipes techniques et les matériels techniques sur des scénographies, des projections vidéo et lumière. Donc c'est assez compliqué, en tout cas pour moi, à l'expliquer. Néanmoins, c'est très simple. Visuellement, très souvent, même si la solution s'adapte à plusieurs lieux culturels, on se retrouve majoritairement avec une grande cerce qui va entourer à 360 degrés, qui va entourer les publics et les artistes, et donc une projection de vidéo et de lumière générée par par les publics et cette ambiance collective, donc qui va tourner et qui va englober donc cette force d'immersion qui est assez forte et effectivement qui englobe l'ensemble des publics et des artistes. Donc il y a un an, Émilie m'invitait justement ici même sur un panel d'innovation et de technologie, et j'émettais justement notre souhait de trouver un petit peu un certain twist, ou en tout cas de faire évoluer, parce que c'est un projet qui est encore en cours de développement et qui l'est et qui le restera, avec la nécessité donc de faire évoluer le projet pour essayer de lui apporter une autre dimension, le rendre plus attractif d'un côté et certainement plus inclusif de l'autre. Et lors d'une expérimentation qu'on a fait d'ailleurs à la Friche Label de Mai, on l'a fait à plusieurs années sur différentes jauges de public. C'était l'année dernière, donc sur une grande jauge, une jauge de 3000 places. On a eu l'opportunité du coup d'accueillir pas mal, et en tout cas plusieurs personnes en situation de handicap, dont une malentendante avec qui nous avons créé des liens, puisque nous avons eu l'occasion d'échanger à ses côtés pendant l'événement, pendant le concert, mais aussi ensuite. Et il y a encore quelques jours, justement, pour préparer ce panel et pour essayer justement de poursuivre le développement du projet. Et on s'est retrouvé avec cette personne malentendante, donc qui nous a confirmé effectivement que l'expérience lui avait été unique, parce que justement il y avait ce sentiment d'immersion, ce sentiment effectivement de participation, de collaboration à la scénographie, et malgré effectivement son handicap, même la diffusion sonore venait justement réagir et venait influencer sa perception de l'œuvre, puisque la diffusion sonore à 360 degrés déjà permettait davantage de vibrations. Donc un langage, une écoute corporelle qui était plus grande que sur un concert un peu plus vertical avec une sonorisation frontale, et aussi au niveau des jeux de lumière, une participation des rythmes, des oscillations, des couleurs, effectivement, où l'œuvre n'était plus uniquement sonore, mais elle devenait visuelle, et au-delà de visuel, justement quelque chose, un lien social beaucoup plus fort avec l'ensemble des personnes participantes. Donc effectivement, cette intervention nous a beaucoup avancé, beaucoup aidé, et ces échanges avec cette personne continuent à nous aider. Alors on est sur un cas effectivement spécifique, on parle d'une personne malentendante, mais on a effectivement trouvé, et par rapport à ce twist qu'on cherchait encore, on a été convaincus. J'émettais un doute justement l'année dernière un petit peu sur la compatibilité de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que pour nous, l'éthique, en tout cas chez Bipol, on respecte effectivement toutes les personnes qui travaillent sur l'innovation et l'IA, mais l'éthique pour nous, c'est quelque chose qui est plus important que les nouvelles technologies. Et donc, on s'est retrouvé convaincu que l'innovation pouvait être effectivement technologique, mais aussi sociale. Donc on a décidé de continuer à poursuivre ce projet en appuyant la dimension inclusive, et justement en essayant avec nos tout petits moyens d'essayer d'être ouvert à toutes et tous les publics, notamment les personnes en situation de handicap. Très bien. Ok. Oui, c'est parce qu'on sait que les personnes sourdes et malentendantes peuvent utiliser des technologies vibratoires, notamment des gilets vibrants ou des choses comme ça. Et là, du coup, elles se trouvent immergées dans le concert, à la fois visuellement et au niveau de la vibration de la musique, sans avoir recours à cette forme de gilet.
Exactement, même si les gilets font partie des solutions dont on parlera forcément durant ce panel et enfin voilà, il y a plusieurs solutions. On a aussi, on a travaillé sur des FALC, on a essayé de dessiner de nombreuses solutions concrètes pour ces publics, mais voilà, on voit par rapport à la large diversité d'handicap, l'immense travail qui nous reste à réaliser, nous autres en tout cas, à notre petite échelle de producteurs et production de musique actuelle. Ok. Merci. Est-ce que vous pouvez également, Cyril, me dire comment vous intégrez ces questions plus largement sur vos programmations et vos activités de producteurs également? Comment vous les pensez? Comment vous les mettez en œuvre? Bien sûr. Je pense que ce qui est très important, c'est que ce ne soit pas très, très isolé. Ce n'est pas un sujet qui est isolé dans l'équipe, soit au niveau RSE, soit au niveau de la direction générale, soit au niveau d'un pôle de transition. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'irriguer. On parle vraiment, ce sont des sujets qui doivent être transversaux et qui doivent être irrigués de service en service, en partant de la programmation, qui est souvent la genèse justement, qui décide les circulations publiques un an plus tard sur nos éditions, mais aussi les services administratifs, de communication bien sûr. On essaye, là aussi avec beaucoup de maladresse, comment communiquer et de quelle manière communiquer sur des médias spécifiques qui permettraient justement d'intensifier la participation des personnes en situation de handicap. Alors évidemment, on dessine donc les FALC, les faciles à lire et à comprendre, et on voit déjà la difficulté sur un site comme la Friche de la Belle de Mai sur 3 niveaux et plus de 45 mm² d'espace, 5 scènes, quasiment 40 artistes par soir. Mais justement, on a aussi, je crois que l'inclusion, on s'est vite rendu compte, en tout cas sur notre événement et sur nos échelles de festival, que c'est la proximité que l'organisation va offrir au public et aux audiences visées. Et on a notamment créé une compagnie qui s'appelle la Compagnie Guide, et qui est une compagnie d'une vingtaine de personnes. Et ces personnes, en fait, sont des personnages à mi-chemin entre la performance artistique et la médiation des publics. Donc ce sont des personnes qui sont salariées, qui sont formées. Et on a créé la compagnie, c'était en 2019, avec l'intention de répondre aux grands enjeux et aux grandes difficultés qu'on rencontre à l'époque, à savoir les DVSS, et si on se rappelle aussi, les attaques à la piqûre, les attaques aux seringues, qui nous avaient gravement inquiétés. Donc cette compagnie guide, elle circule dans tous les espaces publics du festival, et avec une énergie qui est très solaire, qui est très entraînante, et elles vont à la rencontre des personnes qui éprouvent certaines difficultés. Donc je disais d'ordre DVSS, d'ordre aussi de réduction des risques, ou par rapport à des usages d'alcool ou autres. Donc on se retrouve avec ces personnes qui sont au plus près du terrain, qui sont au plus près de nos publics, et sans même qu'on ait écrit et développé ce projet pour cela, on s'est retrouvé avec une compagnie guide qui est sollicitée de plus en plus par des personnes en situation de handicap, et du coup qu'on a formé sur ces sujets, et qui sont aujourd'hui, qui créent ce lien et qui offrent cette disponibilité. Ce peut être pour de la circulation, ce peut être pour de l'accompagnement moral, à tous les niveaux en tout cas, on a ces personnes qui sont présentes, puisqu'en plus il y a beaucoup de signalétique, on communique aussi sur cette compagnie en amont du festival. Donc voilà, les personnes maintenant, au bout de 5 éditions, savent qu'il y a une vingtaine de personnes disponibles tout au long de la soirée pour accompagner quelconque difficulté rencontrée. Ok. Très bien, donc merci. Donc, avec vos 2 témoignages, on voit bien aussi que l'innovation permet des avancées, mais l'humain, l'accompagnement humain, la présence reste un élément fondamental et fédérateur. Corinne, quand on parle d'accessibilité, on pense souvent à l'œuvre, au bâti, mais en fait la billetterie, votre activité, c'est une étape incontournable. Alors, quel constat est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui de l'état de la billetterie, puis de l'expérience utilisateur que vous évoquiez tout à l'heure? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la billetterie, c'est le point d'entrée, généralement. Moi, ce que je constate, effectivement, depuis le Covid, c'est que les points de vente physiques disparaissent les uns après les autres. Aujourd'hui, on pousse vers l'achat numérique, parfois même exclusivement numérique. Ce qui est compliqué avec cela, en coupant effectivement les canaux de relation aussi, par la même occasion, qu'offrent les points de vente physiques ou téléphoniques d'ailleurs. Et en fait, on exclut
quand même une grosse partie de la population, parce qu'en fait, selon les chiffres INSEE, aujourd'hui, il y a 14 millions de personnes en situation de handicap de plus de 15 ans déclarées. Il y a 14 autres millions de personnes qui sont en situation d'électronisme. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours conscience de cela, et c'est pas toujours que des personnes âgées. Voilà, ça concerne en fait beaucoup de personnes dont les parcours complexes peuvent complètement desservir. Et l'achat du coup ne se fait pas, et du coup le déplacement à une œuvre qui pourtant serait accessible ne se fait pas. Donc c'est typiquement le maillon de la chaîne d'accessibilité là qui est rompu et qui exact. En fait, dès son début, dès son démarrage. Et donc, si on cumule ces deux chiffres, quand même, c'est quand même un quart de la population française, ce qui est juste énorme, énorme. Et énorme aussi en termes de marché. Oui, bien évidemment, parce que c'est aussi 28 millions de personnes qui potentiellement n'achètent pas de billets. Donc vous parliez de culture du cœur. Il y a un ouvrage de Serge Sada, Et si on partageait la culture, qui a justement identifié ces 3 freins, justement des publics qui sont éloignés, en tout cas qui ne viennent pas dans les lieux culturels. Il avait identifié à l'époque, je crois que l'œuvre date de 2017, des freins économiques. Donc on essaie effectivement de lever, comme vous le disiez, avec les invitations des accompagnants, par exemple, des freins sociaux. Donc ça, c'est effectivement plutôt dans la conception même de l'offre proposée. Des freins géographiques, on en parle entre nous par rapport au transport. Et aujourd'hui, en fait, on pourrait rajouter un 4e frein qui est celui du numérique, ce qui est complètement paradoxal, et vous avez aussi touché du doigt dans vos interventions, Maud et Cyril. Donc paradoxalement, en fait, le numérique, c'est à la fois ce qui exclut et ce qui à la fois inclut, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'outils numériques qui permet l'accessibilité aux personnes, je pense notamment malvoyantes ou aveugles avec les lecteurs d'écran, d'accéder à une réservation. Bon, encore faut-il que la plateforme de billetterie le permette et soit compatible avec ces nouveaux outils du numérique qui permettent justement l'accessibilité aux plateformes de vente. Tout à fait. Et du coup, ça me fait rebondir sur le travail que vous faites avec les éditeurs de logiciels. Oui. Et comment vous les accompagnez dans ce sens. Oui, tout à fait. Alors justement, je les ai tous interrogés parce que je savais que je venais. Voilà. Donc par contre, je peux vous faire qu'une restitution partielle, puisque sur les 50 acteurs majeurs du marché aujourd'hui, il n'y en a qu'un petit 25% qui m'ont répondu, malheureusement. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ceux qui m'ont répondu, ils sont complètement conscients de ces enjeux-là. 90% d'entre eux connaissent la réglementation qui a été appliquée en France. C'est une réglementation européenne qui a été donc mise en application le 28 juin de cette année, l'European Accessibility Act, donc qui rentre en vigueur donc le 28 juin. Donc 90% d'entre eux sont au courant de cette nouvelle réglementation. 75% d'entre eux ont au sein de leurs équipes un référent accessibilité. Par contre, en revanche, donc, sur les personnes qui m'ont répondu, il y en a un tout petit 15 à 17% qui sont aujourd'hui conformes au RGAA. Alors, c'est des gros mots, là, tout ce que je vous dis. Le RGAA, c'est le référentiel qui, si vous voulez, donne un petit peu les bons critères, comme un cahier des charges, en fait, voilà, sur les critères applicables pour qu'une solution de vente en ligne soit accessible. Voilà, donc c'est vrai, quand je les interroge sur les freins, parce que je leur dis, mais pourquoi vous ne le faites pas tous ? Puisque c'est justement potentiellement 28 millions de personnes dans nos salles et sur lesquelles, effectivement, vous pourriez aussi appliquer une commission. Eh bien, en fait, ils me répondent que c'est déjà 106 critères, c'est assez énorme. Pour les logiciels qui sont historiques et plus anciens, ça nécessite en fait de refondre complètement des logiciels, donc des coûts assez importants en termes de développement ou de redéveloppement des plateformes. Des coûts qui ne peuvent absolument pas aujourd'hui faire porter aux établissements culturels, vous l'avez dit en introduction, qui sont déjà aux abois. Donc il y a une vraie difficulté sur qui paie. Et malheureusement, on ne peut pas non plus se retourner vers le ministère de la Culture qui a 0 ligne budgétaire sur l'accessibilité numérique,
alors qu'il a, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de France 2030 sur l'accompagnement justement et le développement de l'IA dans la culture. Il y a quand même 54 milliards, et vous avez bien entendu, 54 milliards qui sont sur la table. D'ailleurs, je vous invite à les contacter hein. Pour Démocrative. Donc voilà, donc a priori, c'est quand même pas une question trop de moyens, mais de choix budgétaires. Ok, et on va revenir sur ces questions de choix, de responsabilité, de levier possible un peu plus tard dans la discussion, mais je voudrais, Florence, m'adresser à vous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous accompagnez avec le bureau Misumi les structures culturelles dans leur stratégie d'accessibilité? Quel type de conseils vous leur apportez? On a parlé beaucoup d'humain là. En fait, moi, j'accompagne vraiment ce volet humain. Moi, je fais une différence entre la notion d'inclusion et la notion de vivre avec, en fait. Inclusion, il y a un truc un peu forcé on remet en question la personne handicapée pour s'insérer dans un modèle normalisé qu'on peut considérer comme validiste en fait. Donc le validisme, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros c'est le fait de considérer le fait d'être valide comme norme sociale. Et donc on demande en fait aux personnes handicapées en situation de handicap de s'adapter et donc de surcompenser pour s'inclure dans la société. Et donc moi je suis plutôt sur le fait d'essayer de questionner le système plutôt que la personne en situation de handicap et comment faire en sorte en fait de vivre avec ces personnes-là de manière plus fluide, quoi. Et donc souvent ça passe par des questions de représentation, de c'est quoi un handicap, de c'est quoi les différents handicaps. On parlait de 80% des handicaps qui sont invisibles. Effectivement, aujourd'hui dans les entreprises, 80% des handicaps sont invisibles et du coup la plupart de ces 80% ne disent pas qu'ils sont en situation de handicap parce qu'ils ont peur d'être mis au placard, rejetés, perdre leur emploi, etc. Donc il y a encore vraiment ce truc d'angoisse lié à cette situation-là. Donc c'est comment encourager aussi ces personnes-là à se dire et encourager les entreprises à faire en sorte que de considérer ces personnes en situation de handicap comme valeur ajoutée en fait et comme source de compétences particulières pour l'entreprise et pas seulement comme on pourrait l'imaginer un fardeau ou quelque chose qui soit compliqué à gérer. Et donc ça passe aussi par encourager la curiosité saine. En fait, souvent on a peur de mal faire parce qu'on ne sait pas en fait, on ne connaît pas. Et donc plus on apprend à être curieux, à aller vers, à poser des questions. Alors au début peut-être qu'on est maladroit, mais en fait il vaut mieux poser une question maladroite que d'ignorer ou de passer à côté. Donc c'est vraiment encourager aussi le fait de s'intéresser à l'autre en fait et d'être curieux et d'encourager l'adaptation en fait du vivre ensemble tout simplement. Et puis on parlait aussi des notions économiques. Il y a cet exemple qui m'est revenu en tête en préparant le panel. En fait, il y a quelque temps, je parlais avec un dirigeant de festival qui voulait inclure plus les personnes en situation de handicap de manière transverse dans ses équipes et dans le festival, etc. Et au final, donc, on discute de ça et il me dit ah oui, mais au final, ça va servir à combien de personnes ? Et donc en fait c'est vrai que tout de suite c'est ramené à un coût supplémentaire en fait. Alors on peut parler de droits culturels, mais effectivement aujourd'hui ce sont des coûts qui ne sont pas considérés au départ en fait dans les budgets des entreprises culturelles qui sont déjà un peu prises à la gorge par le contexte économique qui est compliqué. Et donc c'est aussi accompagner ces entreprises à ne pas s'arrêter à ce qui peut leur sembler être un surcoût, mais essayer d'aller trouver des moyens en fait de quand même faire des choses et des choses qui soient adaptées. Et du coup adapter ça veut dire en coopération parce que souvent on peut vouloir faire des choses sous une fausse bonne idée aussi si on ne travaille pas en collaboration avec les personnes en situation de handicap, quoi.
Voilà un peu. Et on parlait aussi de la chaîne d'accessibilité. C'est aussi souvent décloisonner en fait les différents services qui sont dans les entreprises, parce qu'on peut vite considérer en fait cette chaîne d'accessibilité comme des maillons séparés, alors qu'en fait la chaîne d'accessibilité, pour moi, c'est d'abord vivre ensemble, vivre avec, ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, ça veut dire que c'est comme des sujets de diversité ou de parité en fait. C'est des sujets transverse en fait, et juste qu'il faut incarner et pas découper en maillons, ce qui pourrait enlever la cohérence en fait de toute action. Ouais. Et a fortiori, parce que là on parle effectivement de public, hein, mais bien évidemment on pense aussi aux artistes et aux professionnels de la culture qui sont concernés par le handicap ou les besoins spécifiques à un moment ou à un autre de leur parcours. Quel frein, finalement, Florence, vous identifiez en termes culturels ou institutionnels pour mettre en œuvre cette conception plus universelle de l'accessibilité ? Bah pour moi, c'est ce que je viens de dire. En fait, c'est vraiment cette question de vivre avec et de représentation des personnes en situation de handicap. Ce serait intéressant d'ailleurs de savoir quelle représentation vous avez toutes et tous là dans la salle. Mais tout le monde en fait a une projection sur ce qu'est une personne en situation de handicap. Souvent, on va s'imaginer une personne en fauteuil roulant avec un truc visible, alors qu'en fait, il y a autant de handicap que de personnes qui portent un handicap. Et donc, ça demande vraiment cette curiosité saine en fait dont je parlais pour aller à la rencontre en fait. Et c'est pas de la curiosité malsaine, mais c'est vraiment moi je suis curieux de savoir comment tu fonctionnes parce que j'ai envie de t'aider en fait. Et je veux pas que toi tu surcompenses. Donc c'est vraiment cette curiosité là. Ensuite évidemment il y a des sujets économiques, le décloisonnement, ce que je disais aussi tout à l'heure, le manque de formation des personnes, parce que c'est des choses qu'on aborde en très peu, dans quasiment aucune formation. Donc c'est des formations complémentaires souvent qu'on va chercher, même dans l'accueil du public. Voilà, c'est des choses, on est obligé d'être proactif pour aller chercher des... Et voilà, et puis le fait de conditionner l'accessibilité à la rentabilité, en fait, ce qui exclut de fait, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc on vient de voir hein, l'importance, bien sûr, de l'innovation technologique, mais de l'humain et surtout de la conception antérieure des solutions, de penser avant de faire et de penser aux besoins spécifiques de tous les publics. Et de penser avec, parce que tout à fait. Souvent, on crée en n'étant pas en collaboration, quoi. Et donc, toujours sur un pareil, sujet en projetant. Exactement. Ouais. Et justement, donc vous avez évoqué les uns les autres, enfin Maud en tout cas, et Cyril, la co-construction. Est-ce que Corinne ou Florence, vous avez des exemples aussi de co-construction de solutions ou de projets avec des personnes en situation de handicap ? Alors moi personnellement j'ai un exemple assez récent, c'est lors du festival du Off à Avignon cet été, où justement on voulait montrer un exemple justement concret d'une personne en situation de handicap. En l'occurrence, là, c'était la cécité absolue, donc une personne aveugle, professionnelle d'ailleurs, et qui donne elle-même des formations d'ailleurs de sensibilisation. Et en fait, ce qu'on voulait montrer au public, donc de professionnels d'Avignon, c'était en fait la preuve de l'impossibilité d'acheter une place en ligne. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvés un petit peu comme là on est là. Voilà, vous êtes le panel de public. Donc j'avais Christine à mes côtés, elle avait son lecteur d'écran. Et en fait en live, alors je ne citerai pas le nom de la plateforme très connue pourtant de revente de billets de spectacles vivants. Et en fait elle nous a fait une démo en live de l'impossibilité, la complexité d'arriver à la page à la billetterie. L'impossibilité de sélectionner une date, l'impossibilité de sélectionner un tarif. Enfin, c'était juste dingue. Alors c'est vrai que ça a fait un peu un effet d'électrochoc pour le public. Même moi, j'étais vraiment, en fait, quand je me suis rendu compte de l'impossibilité de faire un acte aussi basique pour accéder à une œuvre musicale ou théâtrale. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que d'avoir comme ça par les personnes qui sont en situation,
Parce qu'on peut essayer, alors c'est vrai on peut essayer, nous, à notre niveau, mais c'est vrai, alors on peut être plus ou moins maladroit, on peut essayer, mais c'est déjà bien d'essayer. Mais c'est vrai que la preuve par l'exemple, je trouve que... Voilà. Donc c'est vrai que la collaboration avec les personnes qui sont directement concernées, en fait, c'est juste la clé. C'est d'ailleurs beaucoup fait dans le secteur du domaine muséal, que j'accompagne également beaucoup. C'est quelque chose qui est complètement conscientisé depuis très longtemps. Mais c'est vrai que j'ai l'impression dans le domaine du spectacle vivant qu'on en est au balbutiement. Quel relais on peut trouver? Allez-y, Florence. Ouais. Ouais, moi, je veux bien répondre parce que du coup... Si c'est bon, ça marche. Oui, moi, étant moi-même en situation de handicap, en fait, je suis quand même en immersion. Alors, en tout cas, à un certain endroit, hein, parce qu'évidemment, je ne porte pas tous les handicaps. Mais moi, je travaille beaucoup en ce moment sur des sujets d'insertion, parce que je trouve que le travail, c'est vraiment important pour les personnes en situation de handicap. Ça leur permet aussi d'accéder en fait à une vie sociale. Et donc, je travaille sur ces questions d'accessibilité à l'emploi pour les personnes en situation de handicap dans le secteur culturel. Et je travaille sur un angle mort que j'ai repéré parce que j'y suis directement confrontée, mais sur les parcours des professionnels en situation de handicap, notamment sur les événements professionnels. Et c'est quelque chose qui n'a pas du tout été ni réfléchi, ni pensé, ni voilà. Et pour y être confrontée de manière régulière, en fait, c'est quelque chose. Je me suis dit, en fait, il faut travailler là-dessus et il faut encourager aussi les professionnels à parler de ces sujets-là parce qu'on n'est pas beaucoup à parler de ces sujets-là et je sais à quel point ça peut être coûteux aussi de parler de ça. Enfin, il faut avoir quand même fait un travail dessus, quoi. Et donc voilà, je pense que plus on se sentira tranquille avec cette question-là, en tout cas bienvenue à en parler, et plus ce sera facile en fait d'en parler et du coup de vivre avec les personnes et de co-construire en fait, de penser avec, parce qu'on est tous concernés par ces sujets-là. Vu le nombre de personnes en situation de handicap qu'il y a, en fait, on en a tous dans nos équipes autour de nous, donc c'est les encourager à se sentir à l'aise pour en parler et du coup co-construire avec eux. Ok. Pardon, il faut aussi que les entreprises culturelles fassent le job, si j'ose dire. Justement, c'était ma question suivante, c'est donc quelle est la responsabilité des entreprises, des créateurs, des diffuseurs, en fait, à cet endroit-là je sais que on a une troisième activité chez Bila qui est la mise en relation et donc le recrutement. Justement donc d'opérateurs de billetterie voilà, et de contrôleurs donc pour les entreprises culturelles. Et c'est vrai que dans toutes les fiches de poste qu'on leur écrit, à chaque fois on leur pose la question, mais est-ce que vous êtes handi accueillant? Et je ne révélerai pas ici les réponses qu'on peut encore entendre en 2025. Hein. Des réponses comme « Ah non, mais j'ai vraiment besoin de quelqu'un sur qui je peux compter ». Des choses qui sont d'une extrême violence en fait. Et alors moi j'attends les pourcentages. Hein. Dans la culture de déclarer, on a 2% de personnes en situation de handicap de déclarer, bien évidemment. Je crois que la moyenne nationale est à 6. Et sur les JO, qui était quand même une exemplarité sur l'employabilité des personnes en situation de handicap, on était à jour à 15-16. En fait, c'est possible sur un événement. Juste voilà, pour rappeler ça. Et on peut très bien bosser avec toute typologie de personnes. Ouais, parce qu'on peut le rappeler, il y a l'obligation d'emploi pour les employeurs, les entreprises de plus de 50 salariés, d'employer 6% de personnes en situation de handicap dans leur masse salariale. Pour autant, on en est loin. Ouais, la spécificité du secteur culturel, c'est qu'il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés et que du coup, l'obligation ne s'applique pas. Même de moins de 20, je crois que moins de 25, plus, je crois. Je crois 25, que c'est ça. Je crois, je suis allée un peu haut. Et du coup, c'est vrai qu'on a peu de chiffres là-dessus. J'en ai parlé au CNM justement parce que je disais que, de toute façon, si on n'a pas de chiffres, ça veut dire pas de politique en gros, parce qu'il faut toujours justifier. Et donc, c'est extrêmement difficile de récolter les chiffres liés à l'OETH, donc l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, parce que la plupart des entreprises dans le secteur culturel ne remplissent pas l'obligation. Donc, tout à fait. Cyril, vous vouliez dire? Oui, je veux bien réagir parce que c'est vrai que les musiques actuelles, c'est la plus grande pratique culturelle en France. Voilà, on a une force de mobilisation, donc des responsabilités, je pense qu'on en porte énormément en tant que production et acteur, actrice culturelle. Et je vais quand même rappeler un contexte. En 2024, je crois qu'il y a
très très peu de festivals qui ont retrouvé un équilibre économique. Et en 2025, la situation elle est catastrophique. On a un événement sur deux qui est proche de la banqueroute. On voit un paysage aussi des musiques actuelles en France qui est racheté par l'entertainment, par des grands groupes étrangers, dont on peut nous doter d'ailleurs très fortement des notions d'intérêt général ou de priorité d'accessibilité des publics. Donc, en effet, je pense que des solutions, voilà, je suis désolé de ternir un peu le sujet, mais je vois toujours le verre à moitié plein et il y a des solutions. Et je pense qu'il y a deux endroits et deux axes sur lesquels il nous faut travailler et collectivement, donc déjà de remettre les personnes en situation de handicap au cœur du débat. Et au cœur du débat, c'est aussi dans nos emplois et même dans les structures de moins de 50 salariés qui n'ont pas d'obligation, mais ça serait déjà un gain mais immense sur la précision de l'écriture de nos projets. Et ça serait un gain aussi économique, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'incapacité de travailler, nous, les accessibilités sur tous les autres projets d'inclusion. Ça représente un temps plein pour une structure de 25 salariés qui éprouve des résultats négatifs chaque année. Donc c'est immense. Alors le CNM, certes, va avoir est un vrai levier économique. Néanmoins, le CNM aujourd'hui n'a pas encore été doté de budget pour traiter de l'accessibilité sur les personnes en sujet de handicap. Donc il y a une injonction des publics, une injonction politique, mais il n'y a pas encore vraiment de solution. Et là, je pense que voilà, il faut travailler collectivement, gouvernement, ministère de la Culture, CNM, acteurs culturels et des personnes des personnes en situation de handicap pour développer des programmes, débloquer des budgets et accompagner les structures à travailler de manière précise et avec de la soutenabilité ces sujets. Des injonctions réglementaires aussi, Cyril. Oui. C'est ça qui est complètement paradoxal. Des injonctions réglementaires, mais zéro moyen en face. J'en manque pas en tant que sur une friche label de mai en termes de maîtrise d'ouvrage, on n'en manque pas, oui. Oui, ça va être sympa avec les ERP. Et je voulais juste mettre un tout petit bémol, de faire attention de ne pas cloisonner les emplois des personnes en situation de handicap sur des emplois d'accessibilité, ce qui est souvent le danger. Et de vraiment considérer les personnes en situation de handicap par les qualités, par les compétences qu'ils ont au départ et pas seulement le handicap et cette expertise qu'ils peuvent amener. Parce que c'est souvent le cas. Encore là, j'ai eu la discussion sur Bourges 2028. En fait, je trouvais ça super. La personne qui est en charge de l'accessibilité, justement, est une personne non malvoyante et c'est super. Mais toutes les personnes en situation de handicap, moi, je trouve, ont souvent une créativité extraordinaire parce que c'est des personnes qui sont en suradaptation permanente. Donc l'idée, c'est qu'on cherche des solutions de manière permanente. Et donc voilà, il y a plein d'autres compétences que juste amener ces notions d'accessibilité, mais qui sont aussi précieuses. Je rebondis un peu là-dessus rapidement, juste pour dire que c'est marrant, c'est dans mon univers un peu parallèle, il y a énormément de personnes en situation de handicap et j'en rencontre vraiment beaucoup. Et même dans les professionnels, je travaille beaucoup avec eux et du coup, ils sont hôtesses d'accueil parce que sous forme d'avatar, ils peuvent le faire. Ils sont caméramans dans les mondes virtuels. Enfin, il y a tout un tas de métiers en fait qui sont couverts par des personnes en situation de handicap parce qu'elles peuvent le faire dans ces univers-là. Et de plus en plus, il y a des univers virtuels pensés pour et par les personnes en situation de handicap qui disent elles-mêmes, voilà, moi je suis autiste, voilà le monde virtuel que j'ai envie d'avoir avec les paramètres que je veux, etc. Par contre, il y a un petit niveau où j'ai l'impression que c'est pareil dans le monde physique, il y a un espèce de plafond de verre pour des rôles à haute responsabilité. Par exemple, on va dire, ok, il faut inclure plus de personnes en situation de handicap dans les équipes ou avec des quotas, des pourcentages, et ça va être des rôles souvent plus petits, voilà, haute hôtesse d'accueil, mais des rôles à haute responsabilité, de direction, des rôles de conception, d'interface, et des rôles aussi hautement technologiques. Il n'y en a pas tant que ça. Ça s'ouvre un peu, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc à briser aussi là-haut, dans les postes à responsabilité. Ça rejoint ce que tu disais, et pas leur donner que des rôles uniquement cloisonnés à l'inclusion, mais aller bien au-delà et comprendre aussi, avoir de l'évangélisation et des chiffres. Savoir, ok, quelles sont les représentations, les chiffres, les types de handicap, et au moins quand on les comprend, on pourra savoir, ok, une personne avec tel handicap peut avoir quand même un rôle à haute responsabilité parce qu'elle a tel et tel paramètres qui sont complètement ok pour ce poste, quoi. Bien sûr. Ou la possibilité aussi que cette personne déjà en poste puisse faire un coming out de son handicap. Parce que c'est un vrai frein aussi.
Ok. Donc en fait, selon vous, est-ce que finalement ces questions d'inclusion, c'est une question politique et voilà, comment s'en emparer? Est-ce que c'est le rôle de l'État, le rôle des Pour donner institutions? une petite réponse, on va dire à mon échelle, c'est que j'ai représenté un syndicat des professionnels de la réalité virtuelle pendant 3 ans. Et le but, comme je disais d'abord, c'est d'avoir des chiffres et de faire une étude, déjà pour comprendre de quoi on parle et combien on pèse. Ensuite, d'avoir les structures associatives qui puissent aller parler au gouvernement et aux politiques pour leur expliquer, voilà, ça c'est le nombre qu'on est, c'est ce qu'on pèse et ce qu'on veut. Et ensuite, en découlent des aides financières du gouvernement pour ces secteurs-là. Par exemple, nous, grâce à notre lobbying, on a eu des aides spécifiques pour les œuvres métavers et réalité virtuelle par la BPI. L'année dernière, des appels à projets. Et ça continue d'avoir des appels à projets dans ces segments parce qu'on fait beaucoup de lobbying pour expliquer qui on est, combien on est, ce qu'on pèse et pourquoi c'est intéressant d'avoir des technologies souveraines et françaises et pas dépendre des technologies américaines, asiatiques ou autres tout le temps. Et ça va loin, ça va même dans la conception culturelle de ces plateformes, dans les interfaces, dans la manière de penser. C'est une signature culturelle aussi, tout ça, toute cette infrastructure, comme les lieux physiques. Donc c'est important pour moi, entre guillemets, de partir du bas, du chiffre, vers l'associatif, vers les discussions politiques. Puis pour débloquer les budgets, évidemment, pour ces sujets-là. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait aussi des collaborations à revoir ou à mettre en place entre les différents acteurs de la chaîne? Parce que là, en fait, à vos différents endroits, j'ai pas non plus l'impression que vous soyez forcément en lien, même si vous vous retrouvez sur le sujet et l'enjeu de l'accessibilité. Quel type de collaboration justement serait possible? Moi, je suis en début de chaîne, avec la billetterie et la porte d'entrée. Donc c'est vrai que ce qui est génial, effectivement, c'est toutes ces aides qui sont données au projet IA ou métavers. Mais en fait, si, si le premier maillon n'est pas accessible, en fait, tous les efforts derrière sont vains. Enfin, je sais pas. Oui, je me permets, hein, je pense qu'il faut, voilà, enfin aujourd'hui c'est un sujet qu'il faut aborder en rhizome et en coopération. Après, je pense que toutes nos structures et tous nos secteurs, on a une vision très transversale et on a abordé bien d'autres sujets en coopération. Donc celui-ci, effectivement, balbutiement, on est encore fragile et c'est un sujet très fragile et qu'on aborde de manière, on le voit aujourd'hui, c'est pas le panel qui ramène le plus de monde, c'est pas le sujet qui intéresse le plus le secteur, mais ça peut le devenir. Et je suis assez convaincu que voilà, comme d'autres sujets qu'on a abordés des années auparavant, qui font qu'aujourd'hui, je suis une minorité masculine sur ce panel et j'en suis très heureux, on est capable de l'aborder ensemble, on est capable de coopérer. Et je pense sincèrement, pour répondre à ta question, évidemment, c'est politique, c'est un choix. Il faut l'aborder ensemble, il faut bousculer aussi, il faut bousculer et c'est notre rôle d'actrices, acteurs, actrices culturelles, de bouger les lignes et de mobiliser les politiques culturelles pour travailler ces enjeux à nos côtés. Et voilà, on est garant, tu nous demandais tout à l'heure, aussi de la relation entre l'art et la société. Et ça, c'est important aujourd'hui qu'on puisse continuer à dessiner un monde, non pas tel qu'il est, mais comme on aimerait qu'il soit, à savoir démocratique et effectivement à l'image du vivre ensemble. Florence, vous voulez ajouter? Oui, moi je pense que c'est évidemment politique à partir du moment où on parle de qui a le droit d'exister dans quels espaces, en fait, tout simplement. Et ça parle de notre rapport à la norme, au pouvoir, à la visibilité. Donc c'est évidemment très politique. Exister sur les événements professionnels, c'est hyper important. Prendre la parole comme on le fait là, je pense que c'est politique aussi. En fait, moi, je le fais pour ça. Je trouve que, il faut donner des exemples aussi, dire que c'est possible. Ça sert aussi beaucoup, en fait, le fait de dire, ça existe et c'est possible et c'est visible et c'est pas pour ça que c'est excluant. C'est tout ça, en fait, que j'ai en tête. Et donc, c'est évidemment politique et engagé donc avoir de la visibilité, ne pas reléguer ces sujets-là au second plan dans les événements professionnels, permettre le dialogue aussi entre les acteurs sur ces sujets-là, c'est hyper important. Alors justement, est-ce que vous avez chacune un exemple de projets, de concerts, de festivals, de solutions qui seraient inspirantes?
je peux en citer un. C'est la Royal Academy. Et d'ailleurs, c'est un dispositif qui a été repris en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de culture relax. Oui, voilà. Enfin, Peut-être pas, mais en tout cas en France ça s'appelle Culture Relax et à la Royal Academy ça s'appelle Relax Performance. Ce que je trouve intéressant c'est des représentations adaptées au public neuroatypique, mais ce que je trouve intéressant aussi, et c'est aussi le cas en France dans 196 structures culturelles, plutôt d'ailleurs de spectacles vivants, c'est qu'en fait justement c'est pas des représentations qui sont uniquement pour un public ciblé, voire stigmatisé parfois malheureusement. Dans les politiques même publiques, c'est des représentations qui sont ouvertes à tous, mais qui sont justement destinées au mieux vivre ensemble en fait. On accueille tout le monde en fait, peu importe ses différences, peu importe ses handicaps, peu importe ses déficiences aussi. Je vois qu'il y a des gens qui ont des lunettes, moi-même je suis presbyte. Enfin, voilà, je veux dire, voilà, c'est des séances qui sont ouvertes à tous et qui sont justement fléchées comme comme ouverte, avec un cadre bienveillant. Et des séances qui sont capables aussi d'accueillir les besoins spécifiques du public au moment du spectacle, c'est-à-dire sortir, rentrer de la salle, s'exprimer, réagir à ce qui se passe sur scène, et parfois également adapter l'ambiance lumineuse ou sonore du dit spectacle. Exactement. Et ils ont aussi, donc en Angleterre, des systèmes de billetterie en fait, où dans le parcours d'achat, on peut avoir des options dites sensorielles pour justement, si on a besoin d'un gilet, de quelque chose en particulier, pouvoir en fait dans le parcours d'achat se dire tiens, il y a ça pour moi, je peux le choisir, sans forcément aller chercher au fin fond d'une plateforme un numéro de téléphone ou un email auquel on aura d'ailleurs la plupart du temps pas de réponse. Voilà. Donc il y a des choses en France aussi. Est-ce que vous avez des... Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, mais moi, je crois ce que tu disais aussi, mais je crois beaucoup en l'innovation sociale. J'ai pas d'exemple particulier, mais l'autre fois, je parlais aussi avec un autre directeur de festival qui me disait oui, mais on n'a qu'à programmer des danseurs en situation de handicap. Et je disais, mais en fait, c'est la même chose que sur la parité dans les festivals, en fait. C'est-à-dire que si on cloisonne un spectacle au fond à droite dans le festival avec des personnes en situation de handicap, en fait, ça ne marche pas. En tout cas, l'inclusion, c'est pas ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment changer ces représentations-là et dire, et juste, moi, je crois en l'intelligence collective aussi, en fait. C'est-à-dire que il faut juste permettre le vivre ensemble. Et c'est plutôt ça. Pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc qui peut inspirer des mondes virtuels vers le réel, c'est on pense nos créations de mondes et d'espaces à plusieurs vitesses. Par exemple, on va créer un espace comme celui-ci, et dans cet espace, il va y avoir des choses à attraper, des choses sensorielles et sonores, des choses visuelles, le moyen de s'isoler. Il va y avoir beaucoup d'options qui sont inexistantes dans les lieux validistes et réels. Et du coup, comme tu parlais de co-pensée, c'est dire une personne qui a un trouble, je dis n'importe quoi, neuroatypique, de quoi elle a envie, elle, quand elle est dans un lieu comme ici. Est-ce qu'elle a envie de pouvoir s'échapper et s'isoler? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir un casque anti-bruit à un moment donné? Le plus on comprendra ces besoins-là et le plus on pourra y répondre. Et moi, je vois, en tout cas, dans la création d'événements virtuels, on doit penser à énormément de choses. C'est très dense entre l'interaction purement digitale, du clic, des interfaces visuelles, audio, etc., jusqu'à l'interaction, qu'est-ce qu'on fait dans le monde virtuel, les gens qui ne tiennent pas en place plus de 5 minutes, qu'est-ce qu'on leur offre comme interaction qui peut durer 2 heures. Voilà, c'est vraiment penser en multi-cerveau et je pense que ça peut être utile dans plein de configurations. Merci. Cyril, tu voulais... Oui, je pensais, il y a une solution que j'avais notée qui s'appelle Sondix, qui avait bénéficié d'un prix d'innovation d'ailleurs à Pleine Image il y a quelques années. Mais c'est vrai que je me dis que j'appuie encore ce lien et ce lien social qui doit être extrêmement fort, parce que si on devait avoir une solution technologique pour chaque handicap, alors j'imagine la panoplie sur un festival, waouh, alors là, je pioche ici, ce serait impossible. Donc c'est vrai que sur des exemples, après on en a qui sont extrêmement forts, même portés par des artistes, et en effet qui doivent être représentés par des têtes d'affiche, et non pas effectivement de catégoriser ou figariser, ou alors je pense à Grand Corps Malade, qui a aussi, je pense, accompagné et aidé beaucoup de personnes. Donc voilà, je pense que ce lien social, ce lien humain et cette considération et ce travail, ce vivre ensemble, c'est forcément la clé, avec évidemment pléthore de solutions technologiques qui nous accompagneront. Et je le répète,
des aides, du financement, juste qu'on puisse voilà, aussi être en mesure de travailler et de continuer à poursuivre et produire nos événements. Mais il vaut mieux faire une erreur technique s'il y a un lien humain, en fait, ça va l'effacer que l'inverse, en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'innovation technique parfaite, mais qu'il y a un accueil humain qui prend en considération le besoin, en fait, ça compense largement, quoi. Complètement, complètement. Tu voulais ajouter une chose ? Non, mais c'est vrai, dans toutes les technos que je vois émergentes, en tout cas dans mon secteur, la billetterie, en fait, juste que, comme c'est pas encore complètement opérationnel, et en fait, je pense que ça ne sera jamais, parce que plus on va multiplier les outils, puis en fait, il faut que les interopérabilités entre ces outils existent. Enfin, donc du coup, c'est sans fin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on peut allier ces dysfonctionnements-là, avec l'humain. Donc c'est vrai que voilà, donc remettre de l'humain derrière les guichets, et pas uniquement pour les litiges, derrière les téléphones, derrière des SMS pour répondre voilà, à la diversité des personnes en situation de handicap, non en fait, hein, parce qu'on n'a pas parlé aussi des publics vieillissants, des personnes âgées, enfin tous ceux qui ont des troubles avec l'âge, ou même d'ailleurs les plus jeunes. Hein, Ouais. en fait, c'est une question. Non, mais on parle vraiment là Ouais, au sens très large du besoin spécifique du parcours. Et quand on répond à un besoin hein. d'une personne en situation de handicap, en fait, on touche tellement d'autres personnes. Bien entendu. C'est ce que je voulais dire. Bien entendu. Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette heure. Merci pour vos exemples inspirants, pour vos témoignages, pour les messages nombreux qui sont passés. J'espère que ça vous inspirera. Vous pouvez retrouver les speakers sur LinkedIn, tout à l'heure peut-être au MAMA, si vous restez là la journée. Voilà, n'hésitez pas, et vous aurez également l'audio de la conférence qui sera disponible ultérieurement. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour votre présence.